Les silences de l'aube partie, le frisson du premier regard, narration immersive en voix off pour un format YouTube, dans un style cinématographique, intime et enveloppant. Il y avait dans l'air une lourdeur douce, cette forme particulière de tension que l'on ressent parfois sans pouvoir l'expliquer, juste avant que quelque chose d'irrémédiable ne se produise. C'était à Florence, un matin de fin septembre, lorsque l'été refuse de mourir et que l'automne commence à chuchoter dans les feuilles encore vertes. Elle s'appelait Élise Morel, 32 ans, française mais installée depuis 6 mois dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien, via del Terme. Restauratrice d'art, silencieuse, concentrée, le genre de femme que l'on remarque sans oser la regarder trop longtemps. Ses gestes étaient lents, précis. On aurait dit qu'elle écoutait les tableaux qu'elle nettoyait, comme s'ils avaient quelque chose à lui dire. C'est dans ce silence doré, alors qu'elle était penchée sur une toile du XVIIe siècle. Un regard féminin effacé par les années qu'il entra dans sa vie. Il ne toqua pas. Il n'attendit pas d'être invité. Il se contenta d'ouvrir la porte vitrée de l'atelier, doucement, presque avec tendresse, comme s'il savait que le moindre bruit pouvait briser quelque chose d'essentiel dans l'air. « Je suis désolée. » La porte était entr'ouverte. Il n'y eut pas de réponse immédiate. Élise releva la tête, mais ne parla pas. Elle le regarda, longtemps. Et dans ce regard, il se passa quelque chose d'invisible, mais inévitable. Elle le ressentit d'abord dans sa poitrine, puis au creux de son ventre. Une tension, un fil tendu entre eux, déjà. Il s'appelait Samuel Duret, 40 ans, architecte, en visite temporaire à Florence pour superviser la restauration d'une villa du XVIe siècle sur les hauteurs de Fiesole. Il cherchait une restauratrice pour les fresques anciennes de l'oratoire privé. On lui avait parlé d'Élise. Il ne s'attendait pas à elle. Il portait une chemise en lin froissé, ouverte juste assez pour trahir la chaleur, mais pas assez pour être négligent. Il parlait doucement, avec un accent parisien légèrement éraillé, comme un murmure qui laisse des traces. Il n'y avait pas d'arrogance dans ses manières, seulement une façon particulière de regarder, de suspendre le temps quand il vous écoutait. Elle accepta le travail sans poser trop de questions. Ce n'était pas vraiment la villa qui l'intéressait. C'était la possibilité de continuer cette conversation muette, cette étrange danse qui avait commencé dès la première seconde. Et ainsi, tout s'est mis en place. Les trajets en voiture jusqu'à Fiesole, les silences partagés, les mains qui frôlent le même mur, les regards volés, ce qu'on ne dit pas, ce qui brûle derrière les gestes anodins. Samuel était marié. Il n'en parlait jamais. Il n'y avait pas de bague, mais quelque chose. Dans ses silences, dans son regard lorsqu'il croyait qu'elle ne le regardait pas. Une ombre. Élise n'était pas naïve. Elle sentait les fissures dans les murs, pas seulement ceux de la villa, ceux dans les gens. Elle savait qu'il y avait des blessures là-bas enfouies, prêtes à saigner. Et pourtant, elle avançait. Vers lui, vers cette chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Un soir, alors que le soleil s'éteignait lentement sur les collines, ils se trouvèrent seuls dans la bibliothèque de la villa. Il pleuvait, une de ces pluies d'automne, chaudes et lourdes qui rend les odeurs plus vives, les bruits plus intimes. Elle tenait un carnet de croquis dans ses mains. Il s'approcha, trop près. Son bras toucha le sien. Il ne recula pas. Elle non plus. Et dans ce silence, encore une fois, il se passa quelque chose. Quelque chose qui ne ressemblait pas à un baiser, mais qui en avait le goût. L'attente, le frisson, le vertige. C'est ainsi que tout a commencé. Partie de lignes invisibles le lendemain, Élise se réveilla avec une sensation étrange. Ni culpabilité, ni joie. Un entre-deux. Comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur d'elle, imperceptiblement, mais de manière irréversible. Elle passa une main sur le drap froid à côté d'elle. Vide, évidemment. Samuel n'avait pas dormi là. Rien ne s'était passé. Et pourtant, tout avait déjà commencé. Elle passa la matinée à nettoyer une fresque dans la chapelle de la villa, en silence. Chaque mouvement de son pinceau était une façon de contenir le feu. Le désir était là, tapi dans les recoins de sa peau, dans les tremblements minuscules de ses doigts. Samuel arriva plus tard, vêtu d'un manteau sombre détrempé par la pluie. Il ne dit rien. Il la regarda juste. Elle ne leva même pas les yeux. Mais elle le sentit. Sa présence, sa chaleur, ce fil invisible qui tirait lentement entre eux.
Ce qui était fascinant, c'était cette retenue, cette lenteur, comme deux bêtes sauvages s'approchant dans un champ ouvert, conscientes de chaque bruit, chaque souffle. Ils travaillaient ensemble dans le silence. Ils notaient des mesures, dessinaient, effleuraient les murs du bout des doigts. Elle, à genoux, continuait à nettoyer les pigments effacés par le temps, comme si elle cherchait à révéler ce que d'autres avaient voulu oublier. Parfois, leurs mains se frôlaient. Une seconde, deux, pas plus. Et cela suffisait à l'ébranler. Ce soir-là, elle rentra chez elle sous la pluie. Florence brillait comme une aquarelle. Les pavés luisaient, les ombres semblaient plus épaisses. Dans son appartement, elle retira ses vêtements un à un, lentement, sans se presser. Elle n'alluma pas la lumière. Elle voulait rester dans cette obscurité douce, comme si l'absence de clarté pouvait repousser les pensées. Elle se servit un verre de vin rouge. Il était un peu trop acide, mais elle s'en moquait. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre, les jambes repliées contre elle, et elle pensa à lui, à la manière dont il respirait lorsqu'il se penchait sur un plan, à la ligne de sa mâchoire, à la façon dont son regard devenait fixe lorsqu'il croyait être seul. Elle savait qu'il y avait quelque chose de brisé en lui, quelque chose qu'il ne montrait pas, mais qu'elle sentait. Le surlendemain, elle trouva dans la villa une lettre oubliée sur une table. Du papier épais, une écriture nerveuse. Elle hésita, mais l'ouvrit. Ce n'était pas une lettre d'amour, c'était pire. C'était un fragment de vie, une colère ancienne, une douleur écrite sans adresse ni signature. Une femme parlait d'un homme, d'une trahison, de quelque chose qu'elle ne pardonnerait jamais. Le ton était intime, violent, brut. Elle reposa la lettre. Elle sentit que cette voix n'était pas étrangère, pas à Samuel. Ce jour-là, il ne vint pas. Elle resta seule dans la villa à restaurer une fresque représentant une femme les yeux bandés, une balance entre les mains. La justice, ou l'aveuglement. Elle n'en était plus sûre. Ce soir-là, elle rêva de lui. Mais dans le rêve, il ne la regardait pas. Il marchait loin devant, dans un couloir sans fin, et elle courait derrière, pieds nus, incapable de le rattraper. Quand elle se réveilla, en sueur, elle comprit une chose, ce qu'elle ressentait n'avait plus rien de passager. Partie 3 La faille 3 jours passèrent sans qu'il ne revienne. Pas d'appel, pas de message, rien. Juste ce vide dense, ce silence plus bruyant que n'importe quel mot. Élise travaillait mécaniquement. Elle nettoyait les murs comme on nettoie une mémoire, avec douleur et obstination. Puis, à l'aube du 4e jour, il réapparut. Il ne s'excusa pas. Il n'expliqua rien. Mais elle comprit, en un seul regard, qu'il s'était battu avec lui-même, qu'il avait perdu. Il semblait plus fatigué, plus dur aussi, comme si une partie de lui s'était fermée définitivement. Pourtant, il restait là, debout devant elle, les yeux plantés dans les siens, comme pour vérifier si elle n'avait pas changé en son absence. Ils ne se touchèrent pas, ils ne parlèrent presque pas. Mais chaque mot, chaque silence entre les phrases était chargé d'une tension vibrante. Une tension trop forte pour être simplement ignorée. En fin de journée, il lui proposa de la raccompagner. Dans la voiture, la pluie fouettait les vitres avec une régularité presque hypnotique. L'habitacle était tiède, saturé de leur proximité silencieuse. Puis, à un feu rouge, sans la regarder, il murmura ce qu'on fait. C'est une mauvaise idée. Elle ne répondit pas. Elle tourna la tête vers la vitre, mais son reflet lui renvoya l'image d'un visage qu'elle ne reconnaissait plus. Elle savait qu'il avait raison. Et pourtant, elle ne voulait pas s'éloigner. Pas encore. Pas maintenant. Quand ils arrivèrent devant chez elle, il coupa le moteur, mais ne bougea pas. La ville était sombre, étrangère, silencieuse. Seul le clignotement régulier du tableau de bord illuminait leur visage par intermittence. Il posa la main sur sa cuisse. Rien de brutal, rien d'indécent, juste une pression douce, brûlante. Elle le regarda, et dans ses yeux, elle vit tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Il retira sa main. Elle descendit sans un mot. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube, le cœur battant contre sa cage thoracique, comme si son corps savait déjà que quelque chose avait basculé. C'était ainsi cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici.
Le lendemain, elle retourna seule à la villa. Il était déjà là, debout dans la bibliothèque, face à la fenêtre ouverte. Le vent faisait trembler les rideaux, apportant avec lui une odeur de terre mouillée. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Tu as lu la lettre ?» demanda-t-il, sans la regarder. Elle hésita. Oui, elle l'avait lue, et elle savait que c'était plus qu'une lettre. C'était une confession, un avertissement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix tremblait, presque imperceptiblement. Ce détail, minuscule, la désarma. Il se retourna enfin. « Je ne suis pas un homme libre, Élise. Je ne le serai jamais. » Elle n'en doutait pas, mais elle ne s'attendait pas à l'entendre le dire. Pas ainsi. Elle aurait pu partir. Elle aurait dû. Mais elle resta. Et dans ce choix resté, elle sentit une faille s'ouvrir en elle. Partie 4. Ce qui brûle sous la peau le jour suivant s'étirèrent comme un fil tendu entre deux âmes qui refusent de céder. Samuel et Élise travaillaient dans la même pièce, souvent à quelques centimètres l'un de l'autre, mais sans jamais se toucher. Et pourtant, leurs corps se parlaient. Un langage muet entre soupirs retenus. Frôlement d'étoffe, regard trop long. Elle commença à anticiper ses gestes, à sentir quand il allait se lever, quand il allait se taire. Elle reconnaissait la tension dans ses épaules avant qu'il ne prononce un mot, et parfois il ne disait rien. Il se contentait d'être là, brûlant d'une retenue douloureuse. Un matin, alors qu'elle nettoyait un fragment de fresque représentant une main tendue vers une silhouette floue, elle sentit sa présence derrière elle. Il était si proche qu'elle perçut sa chaleur avant son souffle. Il ne la toucha pas, mais il resta là, assez longtemps pour que le silence devienne presque insupportable. Elle ne se retourna pas. Elle savait que s'il se regardait maintenant, elle ne pourrait pas reculer. Le soir même, il l'attendit à la sortie. Cette fois, il n'était plus question de la raccompagner. Ils voulaient marcher. Ils prirent les ruelles sombres de la vieille ville, sans destination. Ils marchaient lentement, leurs épaules parfois se frôlant, sans jamais s'éloigner vraiment. Ils passèrent devant une église fermée, un café désert, une fontaine silencieuse. Et puis, à un croisement, il s'arrêta. « J'ai essayé, Élise, de mettre une distance, d'éteindre ce que je ressens, mais je n'y arrive pas. » Elle le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe, ni certitude, juste une douleur partagée, une faim contenue. « Dis-moi d'arrêter. » Mais elle ne dit rien. Alors il s'approcha, il effleura sa joue du dos des doigts, une caresse si légère qu'elle en frissonna. Mais encore une fois, il recula. Ce fut ça, leur danse, toujours au bord, toujours à un souffle de l'abîme. Les jours devinrent des semaines, et leur relation prit racine dans le non-dit. Dans ces instants volés, ces frémissements de désir si puissants qu'ils semblaient flotter autour d'eux comme une brume. Mais l'équilibre était fragile. Un matin, alors qu'ils travaillaient dans la chapelle, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme entra, brune, élégante, les yeux clairs. Elle portait un manteau beige, parfaitement ajusté. Elle ne dit pas bonjour. Elle ne sourit pas. Elle fixa Élise d'un regard froid, puis tourna la tête vers Samuel. « On peut parler ?» Sa voix était calme, mais tranchante. Samuel devint pâle, très pâle. Il hocha la tête, puis quitta la pièce en silence, sans même un regard pour Élise. Elle resta là, figée, le cœur battant. Elle venait de rencontrer l'épouse. Et soudain, le poids de ce qu'il vivait devint réel, brutal. Partie 5. Les fissureuses. Élise resta seule dans la chapelle, incapable de bouger. La fresque devant elle semblait la regarder, comme un miroir cruel. Le silence avait changé de nature. Il n'était plus doux, complice. Il était lourd, tranchant, presque honteux. Elle s'assit lentement sur le sol de pierre, le pinceau encore dans la main. Elle tenta de respirer profondément, mais l'air paraissait soudain trop dense, trop chargé de ce qu'elle n'avait pas voulu voir, de ce qu'elle avait choisi d'ignorer. Il était marié. Ce n'était pas nouveau, mais le voir ainsi, devant cette femme, devant celle qu'il avait aimée ou qu'il aimait encore donna à leur histoire un goût amer. Elle ne savait pas combien de temps il resta avec elle. 20 minutes, 1 heure. Lorsqu'il revint, il semblait épuisé, ses épaules affaissées, les traits tirés. Il ne dit rien. Il reprit son carnet, fit semblant de se replonger dans ses notes. Mais ses mains tremblaient. Élise se leva. Elle s'approcha lentement, pas trop près. « C'est elle », murmura-t-elle.
Ce n'était pas une question. Il ferma les yeux. Elle voulait voir la villa. Rien d'autre. Mensonge. Ou demi-vérité. Mais elle ne le poussa pas. Pas maintenant. Elle n'était pas prête à entendre ce qu'il ne disait pas. Ce soir-là, chez elle, elle se mit à peindre. Pas pour le travail. Pour elle. Dame forme abstraite. Dame ligne rouge, noire, entrelacée, comme un cri qui prend la forme de l'encre. Elle peignit jusqu'à l'aube, sans s'arrêter, les doigts tachés, le cœur vide. Elle avait connu l'amour autrefois, un autre homme, une autre vie, mais celui-ci, ce sentiment-là, n'était pas de l'amour, pas encore. C'était quelque chose de plus dangereux, une forme d'addiction, un besoin, une brûlure, et Samuel, il réveillait en elle des souvenirs qu'elle croyait enfouis, la sensation de perdre pied, d'être à la merci d'un désir plus grand qu'elle. Elle se souvenait d'un soir, des années plus tôt, une autre ville, une autre trahison. Elle avait ouvert une porte, trouvé quelqu'un d'autre dans le lit. Depuis, elle avait appris à se taire, à se reconstruire en silence, pierre par pierre, jusqu'à lui. Le lendemain, à la villa, Samuel était déjà là. Il l'attendait sur le perron, les yeux cernés. « Je dois te parler. » Elle le suivit sans un mot jusqu'à la bibliothèque. Il referma la porte derrière eux. Elle sait. Depuis longtemps. Élise resta figée. Elle sait que je ne suis plus là. Même quand je rentre, elle voit bien que je suis ailleurs. Il la regarda enfin. Tu es cet ailleurs. Elle aurait dû se sentir flattée, choisie. Mais au lieu de cela, elle sentit un froid profond l'envahir, parce que ce qu'il lui offrait, ce n'était pas la liberté, c'était la fracture. Tu veux fuir ou réparer? Demanda-t-elle. D'une voix calme. Il ne répondit pas. Et dans ce silence, elle comprit que lui non plus ne savait pas. Parti si ce que l'on cachait n'était pas revenu à Paris depuis 3 ans. Et pourtant, ce matin-là, en se regardant dans le miroir, Élise sentit un parfum ancien lui remonter à la gorge. Une mémoire, un avertissement. Depuis leur conversation dans la bibliothèque, elle avait mis une distance, subtile, invisible. Elle ne quittait pas la villa, elle ne fuyait pas Samuel. Mais elle ne se laissait plus toucher par ses regards, ni envahir par ses silences. Elle avait besoin d'air. Samuel, lui, semblait marcher sur une ligne de crête. Ni dedans, ni dehors. Il ne parlait plus de sa femme. Il ne parlait plus de lui. Il venait, travaillait, repartait. Mais dans ses gestes, dans les absences de mots, quelque chose se fissurait lentement. Un matin, alors qu'elle classait de vieux documents dans un meuble oublié au fond du bureau de la villa, Élise trouva une photo ancienne, en noir et blanc, glissée entre 2 livres, une femme, debout près d'un homme en costume, la main posée sur son épaule. Il y avait quelque chose dans le regard de la femme, une intensité, une tension retenue, comme si elle aussi portait un secret. Elle retourna la photo. Au dos, une date 1973. Et un mot Sylvia. Le nom ne lui disait rien, mais quelque chose en elle réagit. Un vertige. Comme si ce n'était pas un hasard. Elle glissa la photo dans sa poche. Elle n'osa pas demander. Pas encore. Ce soir-là. De retour chez elle, elle prit son carnet de croquis. Elle dessina des visages. Dame fragment. Le sien. Celui de Samuel. Et puis, un autre. Un qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Celui de Marc. Marc. L'homme qu'elle avait aimé. Avant. Celui qui l'avait brisé. Ils avaient vécu ensemble 3 ans. Un appartement près du canal Saint-Martin, des vinyles empilés par terre, des rires étouffés sous les draps. Et, puis, un jour, un message sur son téléphone. Une adresse. Une chambre d'hôtel. Elle s'était rendue sur place. Elle avait frappé. Elle avait vu. Et elle n'avait plus jamais été la même. Depuis, elle avait fui. La ville. Les hommes. Les émotions trop fortes. Elle s'était réfugiée dans l'art, dans le silence des toiles anciennes, dans les gestes précis qui ne trompent pas. Jusqu'à Samuel. Elle avait cru pouvoir contrôler, tenir à distance. Mais ce qu'ils partageaient n'était pas un jeu, c'était une faille. Et elle était déjà tombée dedans. Le lendemain, elle apporta la photo à la villa. Lorsqu'il la vit, Samuel blêmit. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, lentement, c'est ma mère. Élise sentit un frisson la parcourir. Et l'homme? Mon père. Il s'assit, les coudes sur les genoux.
Ils se sont aimés, je crois. Mais c'était compliqué. Elle était instable. Elle avait des absences. D'un jour où elle disparaissait, sans prévenir. Et puis, un jour, elle est partie pour de bon. Il leva les yeux vers elle. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours eu peur d'aimer quelqu'un de trop proche. Quelqu'un qui peut partir. Elle s'agenouilla devant lui. Et si ce n'est pas elle qui est partie? Et si c'était toi? Il ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle sentit qu'une brèche venait de s'ouvrir, non pas entre eux, mais en lui, et qu'elle en était maintenant la gardienne. Partie cette la nuit sans murs, la pluie tombait depuis l'après-midi. Une pluie dense, sans vent, qui noyait les collines autour de la villa dans une brume tiède. Florence, vue d'en haut, semblait flotter dans la tente, comme suspendue. Il était tard quand elle termina son travail dans la chapelle. Elle ne s'était pas rendu compte du temps passé. Samuel était encore là, assis sur le rebord de la grande fenêtre de la bibliothèque, un verre à la main. Un whisky, elle le reconnut à l'odeur. Il ne dit rien lorsqu'elle entra, mais il lui tendit un deuxième verre. Elle le prit. Ils restèrent ainsi, debout tous les deux, sans musique, sans lumière, à écouter le bruit de la pluie contre les vitres. Elle aurait pu partir, elle le savait, mais cette fois, quelque chose était différent. Il était fatigué, pas physiquement, plus profondément que ça, une fatigue de celui qui se bat contre ses propres frontières depuis trop longtemps. Reste, murmura-t-il, un mot, juste un. Elle ne bougea pas. Alors il se leva, s'approcha lentement. Son visage était à quelques centimètres du sien. Il ne la toucha pas, pas encore, mais dans son regard, il n'y avait plus de barrière, plus de distance. Elle ferma les yeux. Et cette fois il la prit dans ses bras. Pas un baiser, pas encore, un silence, un souffle, un abandon, son front contre le sien, leurs mains entrelacées, comme si le moindre geste pouvait briser l'instant. Puis il la guida jusqu'à une pièce à l'étage, une chambre d'amis qu'elle n'avait jamais vue. Elle n'était pas somptueuse, simple, meuble ancien, drap blanc. Il ne força rien. Il la regarda encore une fois. Et quand elle hocha lentement la tête, il s'approcha. Ce fut lent, chargé, pas une scène, une communion, une promesse murmurée contre la peau. Mais au petit matin, elle se réveillait seule dans le lit. La pluie avait cessé. Le silence de la villa n'était plus doux. Il était coupant. Elle descendit, pieds nus, traversant les couloirs encore endormis. Samuel était dans la cuisine. Il regardait par la fenêtre, une tasse vide entre les mains. Il se retourna quand elle entra, mais il n'y avait pas de sourire, pas de trace de la nuit passée. Je dois rentrer à Paris. Sa voix était calme, maîtrisée, trop. Elle sentit son cœur se contracter. Aujourd'hui, il acquiesça. Un rendez-vous avec mon éditeur. Et, avec elle, elle baissa les yeux. Tout ce qu'ils avaient partagé la veille était suspendu dans l'air. Et, pourtant, rien ne semblait exister ce matin. Il s'approcha, embrassa son front. Je reviens dans 3 jours. Puis il sortit, sans se retourner. Élise resta seule dans la cuisine. Le silence la gifla. Elle savait que quelque chose avait changé, mais elle ignorait encore si c'était pour le mieux, ou si c'était déjà trop tard. Partie 8. Le fantôme sous la pôle. 3 jours devinrent 4, puis 5. Samuel ne donnait plus de nouvelles, pas de messages, pas d'appel. Juste ce silence lourd, une nouvelle fois, mais différent. Pas celui du désir contenu, celui du vide, celui qu'on entend lorsque quelqu'un recule sans vous prévenir. Élise passait ses journées à la villa, mais n'y dormait plus. Trop d'ombre, trop d'odeur. Elle retournait dans son appartement du centre, tentant de retrouver une routine qui ne lui appartenait déjà plus. Un soir, alors qu'elle rentrait après une journée passée à restaurer la voûte de la chapelle, elle trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. Pas de nom, juste son prénom, écrit à l'encre noire. Elle monta, s'enferma, déchira l'enveloppe. C'était une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Marc. 3 phrases. Seulement. Je sais que tu es à Florence. Je passe bientôt par là. Ce que j'ai à te dire ne peut pas rester en suspens. Tu me dois au moins une conversation. Son cœur battit plus fort, non pas à cause du souvenir de l'amour, mais à cause de ceux qu'elle savait qu'il représentait, la faille qu'elle avait mis si longtemps à colmater. Elle se versa un verre d'eau.
le renversa sans le boire. Puis elle s'assit dans le noir. Marc. Il n'était jamais vraiment sorti de son esprit. Il avait été le premier homme à la toucher comme si elle avait été faite pour être dévorée. Le premier à la trahir avec la même intensité. Elle se souvenait de ses mains, de la façon dont il la regardait comme si elle était la réponse à une question qu'il n'avait jamais osé poser à voix haute. Et elle se souvenait aussi du jour où tout s'était effondré. L'hôtel, l'autre femme, le silence. Depuis, elle l'avait effacé de sa vie. Du moins, elle avait essayé. Elle ne répondit pas à la lettre. Mais 2 jours plus tard, elle le vit, assis à la terrasse d'un petit café juste en bas de chez elle. Il ne bougea pas quand elle passa. Il se contenta de lever les yeux. Un demi-sourire, le même qu'avant, suffisamment arrogant pour déranger, suffisamment triste pour intriguer. Elle ne s'arrêta pas, mais elle sentit son regard la suivre jusqu'au bout de la rue. Le soir, elle ne dormit pas à cause de Marc, à cause de l'absence de Samuel. Elle comprenait maintenant quelque chose d'essentiel, l'attente, c'était une forme de pouvoir, et elle venait de le lui laisser. Le lendemain, elle retourna à la villa. Personne. La bâtisse était vide, silencieuse. Un silence qui ne contenait plus rien. Ni chaleur, ni promesse. Elle ouvrit les fenêtres, laissa entrer la lumière. Puis, lentement, elle reprit son pinceau. Elle savait que tôt ou tard, l'un des 2 hommes reviendrait vers elle. La seule question, désormais, c'était lequel, et qui, entre eux, allait la briser cette fois. Partie 9. L'homme de Trope le 6e jour, au crépuscule, alors qu'elle rangeait ses outils dans la sacoche en cuir qu'elle emportait toujours à la villa, Élise entendit un bruit. Pas une voiture, pas une voix, un froissement discret, comme un pas hésitant sur le gravier mouillé de l'allée. Elle se retourna. Samuel. Il était là, debout, trempé comme au premier jour. Mais cette fois, il n'avait pas ce calme apparent qui l'enveloppait toujours. Il avait l'air hagard, comme s'il avait couru longtemps, et dans le mauvais sens. Elle ne dit rien. Il entra, referma la porte derrière lui. Il ne la regardait pas vraiment. Il semblait ailleurs. Ses gestes étaient flous, fatigués. Je suis partie parce que je croyais que je devais. Elle attendait la suite. Elle n'aida pas un mot pour le relancer. Mais tout ce que j'ai fait là-bas, c'était penser à toi. Elle le regarda enfin. Et à elle. Il ne répondit pas tout de suite. Elle sait. Pour toi. Elle l'a deviné. Peut-être qu'elle l'a toujours su. Un silence. Elle ne m'a pas supplié de rester. Elle m'a seulement dit que j'étais devenue quelqu'un d'étranger. Élise inspira profondément. Tu l'aimes encore? Il ferma les yeux, comme si cette question, simple, était la plus insupportable. Je ne sais pas si ce que je ressens pour elle, c'est de l'amour, ou juste une habitude qui ressemble à une dette. Elle se rapprocha. Et moi, alors, je suis quoi pour toi? Il leva les yeux vers elle. Ce regard, fatigué, fissuré, mais sans mensonge. Toi, tu es la seule chose qui m'ait vraiment réveillée depuis des années. Il la prit dans ses bras. Cette fois, elle ne résista pas. Mais au fond d'elle, une nouvelle voix chuchotait déjà. Parce que l'amour ne suffit pas toujours. Pas face au silence non tenu. Pas face aux absences. Le lendemain matin, quelqu'un sonna à sa porte. Elle ouvrit. Marc. Vêtu simplement. Pas rasé, un sac sur l'épaule. Il entra sans attendre d'invitation. Je suis resté dans cette ville pour toi, Élise. Parce que j'ai compris trop tard ce que j'avais détruit. Elle recula d'un pas. Tu n'as pas compris. Tu veux juste récupérer ce qui te manque. Il sourit doucement. Et si ce qui me manque, c'est toi? Elle resta là, figée. Tu crois que je vais redevenir celle que j'étais? Que tout s'efface parce que tu reviens avec de jolis mots. Il s'approcha. Je ne veux pas que tu sois la même. Je veux que tu sois vrai, même si tu me hais. Elle serra les poings. Ce n'est pas de la haine, Marc. C'est du vide. Tu as tout vidé en moi. Et maintenant, j'essaie de remplir autrement. Il la regarda, vraiment. Et pour la première fois, il parut comprendre. Il tourna les talons. Mais avant de franchir la porte, il y a des hommes qui partent. Et d'autres qui restent. Réfléchis à ça. Puis il sortit. Elle referma la porte, s'adossa contre. 2 hommes, 2 absences. Et elle, au centre, à devoir choisir entre la mémoire d'une trahison
et la promesse fragile d'un amour qui ne savait pas encore s'il avait le droit d'exister. Partis dit l'écho du vide. Le jour qui suivirent furent flottants, comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Élise continuait de se rendre à la villa, mais ses gestes perdaient en précision. Sa concentration se fragmentait, comme si son esprit était resté suspendu entre deux battements de cœur, entre deux présences masculines, trop lourdes, trop pleines. Samuel ne parlait plus de Paris, ni d'elle, ni de lui. Il venait, travaillait, restait parfois tard, parfois pas. Il y avait dans sa façon de l'observer une forme de retenue étrange, presque douloureuse, comme s'il attendait quelque chose qu'elle ne lui donnait plus. Elle aussi attendait, mais elle ignorait quoi. Un soir, elle referma brusquement son carnet de croquis. Une impulsion, une nécessité. Elle sortit sans prévenir, prit un bus vers les collines et marcha jusqu'à la villa à la nuit tombée. Samuel était là, dans la bibliothèque, les volets à moitié fermés, les lumières tamisées. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il leva les yeux de son carnet, attendit. « J'ai besoin de savoir. » Sa voix, elle était ferme, presque sèche. « Est-ce ce que tu es là parce que tu n'as plus rien là-bas, ou parce que tu veux vraiment être ici ?» Il la fixa longtemps. Puis, d'un ton calme, « Je suis là parce que j'ai tout perdu là-bas. Mais je reste ici parce que je te veux, toi. » Elle ne détourna pas les yeux. Ce n'est pas la même chose. Il s'approcha, doucement, pas pour la convaincre, pour être présent, entier, peut-être pour la première fois. « Je sais. » Il tendit la main. Elle la prit. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Ils restèrent simplement allongés, côte à côte, dans cette chambre qu'il connaissait déjà, mais autrement. Elle avait la tête contre son torse. Il avait les yeux ouverts, fixant le plafond comme un homme qui écoute la pluie invisible du doute. Et dans ce silence, une vérité muette s'installait. Ils s'aimaient peut-être, mais cela ne suffisait toujours pas. Le lendemain matin, Élise reçut un appel, un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Mademoiselle Morel, ici l'hôpital de Florence. Nous avons retrouvé votre numéro dans les papiers d'un patient, Marc Arnaud. » Elle sentit son sang se glacer. « Il a été victime d'un accident hier soir. Il a demandé à vous voir. » Elle ne parla pas. L'infirmière attendit quelques secondes, puis ajouta « Il est conscient. Mais ce serait bien de venir rapidement. » Elle raccrocha. Ses mains tremblaient. Elle se retourna vers Samuel. C'était l'hôpital. Il comprit aussitôt. Il hocha la tête. Mais cette fois, il ne dit rien. Pas de jalousie, pas d'insistance. Elle prit ses affaires, descendit les marches, ouvrit la porte, et au moment de franchir le seuil, elle entendit sa voix, calme, posée. « Tu peux aller le voir, mais s'il te demande de rester, dis-lui que tu as déjà choisi. » Elle ne répondit pas, parce qu'en vérité, elle ne savait pas encore si elle l'avait fait. Partie 11. Le prix du pardonne à l'hôpital avait cette odeur que l'on reconnaît immédiatement, un mélange de désinfectant et d'attente. Élise marcha lentement dans le couloir du service, ses pas résonnant comme des échos de souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Marc était allongé sur le lit, un pansement au front, des ecchymoses au bras gauche. Quand il la vit entrer, il sourit. Un sourire douloureux, mais vrai. « Tu es venue. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha, s'assit sur la chaise près du lit. « L'accident ?» demanda-t-elle. « Moto. Une voiture a freiné brusquement. Pas très grave. Mais ça m'a secoué. » Il marqua une pause, regarda ses mains posées sur le drap. « Je me suis dit que si je devais disparaître, je ne pouvais pas partir sans te revoir. Sans te dire que je suis désolée. » Elle le fixa. C'était la première fois qu'il disait ces mots. Pas comme une formule, mais comme une vérité. « Tu sais, ce que tu m'as fait, ce n'était pas seulement une trahison, c'était un effacement. » Il hocha la tête. « Je croyais que tu allais rester, que tu allais pardonner, parce que tu étais forte. » Elle le coupa. « Je suis forte, oui, mais pas au point d'aimer quelqu'un qui ne me respecte pas. » Un silence s'installa. Puis il la regarda droit dans les yeux. « Est-ce ce qu'il t'aime, lui ?» Elle aurait pu répondre immédiatement, mais elle hésita. « Je crois qu'il essaie. Et ça, c'est déjà plus que toi. » Il sourit, tristement. « Alors ne fais pas avec lui ce que j'ai fait avec toi. Ne gâche pas ce qui est encore vivant. » Elle se leva.
Je ne suis pas venu pour que tu me donnes ta bénédiction, Marc. Je suis venu pour te regarder dans les yeux et sentir que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Il ferma les yeux. Elle le laissa là. En sortant de l'hôpital, la ville semblait différente. L'air plus froid, les visages plus pressés. Mais en d'elle, quelque chose s'était déplacé. Une page tournée, un verrou ouvert. Quand elle rentra chez elle, elle trouva une note glissée sous sa porte. Une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille. Samuel, je t'ai laissé partir parce que je respecte ton passé. Mais je suis là, Élise. Je suis là si tu veux que je reste. Elle ferma les yeux. Le poids de cette phrase tomba lentement en elle. Elle s'assit, longtemps. Puis, sans réfléchir, elle prit un carnet. Elle écrivit une phrase. Une seule. Reviens. Demain. Mais reviens en entier. Elle partit à pied. Il pleuvait légèrement. Elle marcha jusqu'à la villa. Elle ouvrit la porte. Entrée dans le hall vide. Il laissa la note sur la grande table de la bibliothèque. Puis elle repartit sans se retourner. Cette nuit-là, elle rêva. Pas de Marc, pas de Samuel. Elle rêva d'elle-même, debout devant un miroir, nue, vivante, entière, partie. 12 revenir autrement elle se réveilla tôt, trop tôt. Le ciel n'était encore qu'un voile d'encre tremblant. Dans son appartement silencieux, chaque bruit semblait amplifié. Le café qui coule, l'eau sur sa nuque, le froissement du tissu quand elle referme sa chemise. Elle n'avait pas allumé son téléphone. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait qu'il viendrait. À 9 heures précises, elle retourna à la villa. Le ciel était encore chargé, les collines endormies sous une lumière pâle. En approchant, elle vit sa voiture, garée là, simplement, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde n'avait pas tremblé. Il était dans la bibliothèque, la note dans sa main, debout, figé, comme s'il relisait les mots en boucle. Il se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Je suis revenu. Elle ne répondit pas. Il s'approcha. Pas trop. Juste assez pour qu'elle sente son souffle. Mais pas en entier, pas encore. Elle haussa un sourcil. Alors pourquoi es-tu là? Parce que je veux essayer. Parce que je n'ai pas envie d'avoir peur, pas avec toi. Il la regarda, droit dans les yeux. Mais il faut que tu saches, Élise, je ne peux pas promettre d'être parfait. Je suis cabossé. Je suis maladroit. Et j'ai encore des fantômes. Elle s'avança, à son tour. Elle posa une main sur sa joue. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande d'être vrai. Il ferma les yeux un instant, contre sa paume. J'ai rompu, avec elle. Définitivement. Elle recula d'un pas. Pour moi, il secoua la tête. Pour moi. Et parce que rester aurait été une trahison. De plus. Elle le fixa longtemps. Puis elle murmura, alors reste ici. Mais pas dans cette ville-là, pas entre ces murs pleins de souvenirs qui ne sont pas à nous. Il fronça légèrement les sourcils, ou alors, elle le prit par la main, l'emmena dehors. Les collines étaient silencieuses, enveloppées de brume. Elle s'arrêta devant un petit bâtiment, l'annexe qu'elle utilisait parfois comme atelier secondaire. Ici, on efface. Et on recommence. Il ouvrit la porte. La pièce était vide, blanche, nue. Et si ça ne marche pas? Elle sourit pour la première fois depuis longtemps. Alors on recommencera encore, et encore, jusqu'à ce que ça tienne. Il s'approcha. Cette fois, leurs lèvres se trouvèrent, lentement, sans urgence, sans peur. C'était un baiser de promesse, pas de possession. Un baiser de deux êtres enfin debout, face à eux-mêmes. Et quand il se détacha d'elle, il dit simplement « Merci de ne pas m'avoir demandé de revenir parfait ». Elle répondit « Je ne cherche pas un sauveur, je veux juste quelqu'un qui reste, même quand c'est difficile. » Ils restèrent là, dans l'annexe vide, avec la lumière grise du jour coulant doucement sur leurs visages. Et pour la première fois, Élise ne ressentit ni attente, ni doute, juste le début de quelque chose qui avait le goût de paix. Partie 13. Ce que l'on croit oublier le jour suivant furent silencieux, mais autrement. Non plus le silence de la peur ou du manque, mais celui de deux êtres qui apprennent à respirer ensemble. Élise et Samuel travaillaient dans l'annexe, réorganisaient l'espace, nettoyaient les murs, posaient des étagères, de nouvelles toiles. Ils inventaient quelque chose. La villa était désormais en retrait comme un décor de fond. Le centre de gravité avait changé.
Un matin, elle le surprit en train de rire. Vraiment. Un rire qu'elle n'avait encore jamais entendu. Délesté, simple, elle le regarda, fascinée, comme si elle découvrait un visage qu'il n'avait encore jamais osé lui montrer. Et elle comprit, l'homme qu'elle avait aimé jusqu'ici était un homme blessé. Celui qui riait devant elle, c'était peut-être enfin l'homme libre qu'il devenait. Mais la paix est toujours fragile. Jeudi, alors qu'elle rentrait de la villa plus tôt que d'habitude, elle trouva un courrier glissé sous sa porte. Pas une lettre. Un simple dossier brun, sans nom. À l'intérieur des photos. 3. Vieille de quelques années. Samuel. Avec une autre femme. Pas celle qu'elle connaissait. Plus jeune, plus intense. Et un enfant entre eux. Un garçon. Elle sentit ses mains trembler. Le souffle lui manqua. Les murs semblèrent se rapprocher. Elle n'avait jamais entendu parler d'un fils. Le soir même, elle ne dit rien. Elle attendit. Elle observa. Samuel sentit l'air changer. Il posa sa tête, lentement. Qu'est-ce que tu veux me demander? Elle sortit le dossier, le posa entre eux. Il le regarda un instant, puis ferma les yeux. Elle s'appelait Léna. Il parlait doucement, avec cette voix qu'il prenait quand il se défendait contre lui-même. C'était une histoire courte, brûlante, incontrôlable. On s'est perdu aussi vite qu'on s'est trouvé. Je ne savais pas pour l'enfant, pas tout de suite. Elle ne m'a rien dit. Élise l'écoutait sans bouger. Quand j'ai su, le petit avait déjà 2 ans. Elle m'a appelé, pas pour que je revienne, pour me dire qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie, ni dans celle de son fils. Il marqua une pause. Et tu as respecté ça. Il hocha la tête. J'ai essayé de la convaincre, plusieurs fois, par lettre, par avocat. Rien. Elle a disparu. Un silence. Puis, et maintenant? Il leva les yeux vers elle. Maintenant, j'attends toujours. Qu'un jour, il me demande qui je suis. Élise sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas une trahison. Ce n'était pas un mensonge. Mais c'était une absence immense. Une douleur qu'il n'avait jamais partagée. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que je voulais d'abord t'aimer, et pas te faire porter mes silences. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Le ciel était clair, mais tout semblait plus sombre. Je ne suis pas fragile, Samuel. Il hocha la tête. Non, tu es plus forte que moi. Elle se retourna. Je ne veux pas être plus forte. Je veux juste ne pas être seule à porter ce que tu n'oses pas dire. Il se leva, lentement. Alors je te dirai tout, même ce que je ne veux pas. Elle le fixa, longtemps, puis hocha la tête. Et pour la première fois, ils se regardèrent sans se cacher. Partie 14. Ce qu'il reste à dire le lendemain, Élise ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de mots. Pas encore. Elle passa la journée à marcher dans la ville, comme si elle essayait de dénouer ses pensées à la vitesse de ses pas. Florence vibrait d'une vie qu'elle avait oubliée. Les rues bruissaient, les rires, les bruits de vaisselle, les voix flottant depuis les fenêtres ouvertes. Et elle, à l'intérieur, comme dans une bulle suspendue. Quand elle rentra à l'annexe, le soleil était presque tombé. Samuel était là. Il n'avait pas bougé depuis des heures, à en juger par la pile de papier non touchée sur la table. Elle entra, ferma la porte, et s'assit en face de lui. Je t'aime, dit-elle simplement. Il la regarda. Il n'y avait pas de sourire sur son visage, juste une écoute totale. Mais je ne veux pas t'aimer comme une femme qui attend, ou qui excuse. Il hocha lentement la tête. Je ne te demande pas de m'excuser. Je te demande de m'accepter. Elle posa une main sur la table, entre eux. Il la prit. Ce que tu m'as dit hier, ce fils, cette femme, ça change quelque chose, mais pas forcément ce que tu crois. Il attendait. Ça me donne une image plus complète de toi. Tu as s'aimé, tu as été blessé, tu as été lâche et silencieux. Il baissa les yeux. Mais tu as essayé, et moi aussi. Et c'est ça, au fond, que je choisis. Pas une version de toi, pas un idéal. Juste, toi, tel que tu es, quand tu as le courage de me parler. Il serra sa main. Et toi, Élise, est-ce ce que tu veux qu'on construise quelque chose sur ce qu'on est, ou sur ce qu'on a fui? Elle réfléchit un instant. Puis, doucement, je veux qu'on construise sur ce qu'on affronte. Il sourit. Ce sourire-là, elle le connaissait, celui qui ne demandait rien,
Celui qui disait « Je suis là ». La semaine suivante fut différente, moins suspendue, plus ancrée. Ils travaillaient côte à côte, mangeaient en silence, parfois parlaient longuement. Il lui raconta sa mère, ses absences, la première fois où il avait compris qu'il ne pouvait pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas l'être. Elle lui raconta Marc, et ce qu'il lui avait volé. Et ils comprirent tous deux que l'amour, pour exister, ne doit pas effacer ce qui a été. Il doit l'englober et avancer malgré. Un soir, alors qu'il rangeait l'atelier, Samuel s'arrêta devant une toile inachevée. Un visage, flou, mais dont les traits rappelaient ceux d'Élise. « C'est moi ?» demanda-t-il. Elle répondit sans se retourner. « C'est ce que j'étais avant toi. » Il s'approcha, regarda le tableau, puis elle. « Et maintenant ?» Elle leva les yeux vers lui. « Maintenant, je n'ai plus besoin de peindre ce que je cache. » Il la serra contre lui, longtemps. Mais au fond d'elle, une dernière question persistait. Peut-on vraiment aimer quelqu'un quand on sait qu'il y a un enfant, quelque part, qui grandit sans vous connaître? Elle n'osa pas la poser ce soir-là. Mais elle savait que pour aller jusqu'au bout, il faudrait affronter cette question aussi. Partie 15. Le choix de Resterco était un matin froid, clair, comme une page blanche tendue devant eux. Florence semblait avoir ralenti. La ville respirait lentement. Tout était calme. Trop calme peut-être, pour ce qu'Élise s'apprêtait à dire. Elle l'observait, debout dans la cuisine de l'annexe, vêtu d'un vieux pull, un journal plié devant lui, les cheveux encore humides de la douche. Une scène ordinaire. Et, pourtant, rien n'était ordinaire dans ce qu'il vivait. Elle s'approcha, se posta contre le chambranle de la porte. Il leva les yeux. « J'ai réfléchi. » Il attendit. À l'enfant. À Léna. Un silence. Puis je pense que tu dois le retrouver. Il resta figé, puis souffla lentement. Je ne sais pas si j'en ai le droit. Elle s'avança, le regarda dans les yeux. Si tu veux qu'on construise quelque chose de réel, alors il faut que tu sois entier, même si ça fait peur, même si ça implique d'ouvrir des blessures anciennes. Il posa le journal, se leva. Et si je découvre qu'il ne veut pas de moi? Elle posa une main sur sa poitrine. Alors au moins, tu sauras. Et moi, je saurai que tu es capable d'aller au bout de toi-même. Il l'embrassa. Un baiser sans urgence. Un baiser d'accord tacite. Quelques semaines plus tard, il partit. Pas définitivement, pas en fuyant. Il partit pour chercher, pour affronter. Elle resta. Elle continua de travailler dans l'annexe. Elle peignait des visages, des mains tendues, des regards tournés vers quelque chose hors du cadre. Parfois, elle recevait des lettres, pas des textos, d'âmes lettres, manuscrites. De lui, il a grandi, il allait même mieux que moi. Il ne m'appelle pas encore papa, mais il m'a écouté. Je n'ai pas parlé de toi, pas encore, mais dans chaque chose que je lui dise, tu es là. Je crois que j'apprends à être un homme qu'il pourra respecter. Un jour, elle reçut un colis. À l'intérieur, un petit carnet de croquis. Dame dessin maladroit mais touchant. Un garçon, un homme, une femme floue. Un mot, il a demandé si tu étais la dame qui me fait sourire même dans tes lettres. Elle pleura, doucement, en silence. Le printemps arriva. Et avec lui, Samuel. Il frappa à sa porte, comme au tout début. Mais cette fois, elle l'ouvrit en souriant. Il portait un sac à la main et une lumière nouvelle dans les yeux. Il sait. Elle le laissa entrer. Et toi? Moi, je n'ai plus peur. Il la prit dans ses bras. Et cette fois, rien ne vibrait comme une menace. Tout vibrait comme une promesse tenue. Dans les semaines qui suivirent, ils ne cherchèrent plus à se définir. Ils vivaient, ensemble, pas dans la perfection, mais dans la vérité, et parfois dans le doute, mais un doute à deux. Et c'était ça, la forme d'amour qu'Élise n'avait jamais connue. Un amour qui restait, même quand tout tremblait. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite, et partagez vos impressions en commentaire. Votre avis est très important pour nous. Partie 16. Là où le souffle recommence, le soleil tombait lentement sur les toits de Florence, projetant une lumière orangée sur les pavés encore chauds de la journée. L'air était lourd, mais pas désagréable, une chaleur douce, enveloppante, presque liquide. Élise était assise près de la fenêtre de l'annexe, ses genoux repliés contre elle, un carnet ouvert sur ses jambes, mais vierge.
Depuis plus d'une heure, elle n'avait pas dessiné. Elle regardait le ciel. Pas vraiment. Plutôt au-delà. Loin. Samuel était parti 2 jours plus tôt pour Paris. Une visite rapide. Officiellement pour revoir un client. Officieusement. Elle savait, c'était pour voir son fils. Il ne l'avait pas dit. Mais elle avait vu la façon dont il avait regardé son téléphone avant de partir, les messages envoyés trop vite, le silence chargé. Elle ne lui en voulait pas. Au contraire, il avait besoin de ce lien, de cette reconnaissance. Mais quelque chose en elle, malgré tout, résistait. Une peur sourde, une faille qu'elle croyait avoir déjà comblée, mais qui se rouvrait doucement à chaque départ. Ce n'était pas la jalousie, ce n'était pas l'insécurité, c'était, plus ancien, une mémoire, celle de l'abandon, celle du vide. Le vent souleva doucement les rideaux. Elle ferma les yeux et pensa à leur première nuit. Pas celle du désir, celle du silence partagé, du corps à corps immobile, de la respiration lente, accordée. Elle se souvint de la façon dont il avait effleuré son dos sans intention, juste pour dire « je suis là ». Elle avait peur que cela s'efface, que la distance, même minime, effrite ce qu'ils avaient construit. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle descendit dans la cuisine, ouvrit une bouteille de vin, resta debout contre le plan de travail. Le silence n'était plus doux. Il était coupant, tranchant, comme une lame polie. Elle aurait pu l'appeler. Elle ne le fit pas. Elle écrivit. Je n'ai jamais su attendre. Pas vraiment. Mais je peux apprendre. Si tu continues à revenir. Elle relut, déchira le papier, en recopia un autre, puis se remit à se dessiner. Pas pour lui, pour elle. Elle dessina un homme de dos, dans une pièce vide, face à une fenêtre fermée, et puis une femme, assise, dans l'ombre, mais tournée vers lui. Elle comprit alors. N'était pas lui qui risquait de partir, c'était elle qui avait peur de ne plus oser rester. 2 jours plus tard, il revint, pas avec des fleurs, pas avec un sourire. Il entra, fatigué, vêtu d'un manteau trop chaud. Elle le regarda. Il n'avait pas besoin de parler. Il posa sa valise, s'approcha d'elle. Il m'a demandé si j'étais vraiment son père. Elle hocha la tête, lentement. Et tu as dit? J'ai dit oui, sans trembler. Elle avança d'un pas. Et ça t'a fait quoi? Il réfléchit, longtemps, puis répondit, ça m'a ancré, comme si je comprenais enfin pourquoi. J'étais là, pas juste avec lui, mais ici, avec toi. Elle le prit dans ses bras, doucement. Ce n'était pas une étreinte de retrouvailles. C'était un serment silencieux. Cette nuit-là, ils dormirent côte à côte, la fenêtre entr'ouverte, le vent caressant leurs jambes nues. Il murmura contre son oreille, « Reste ce que tu peux encore m'aimer, même si une partie de moi n'est jamais tout à fait là. » Elle répondit, sans hésiter, « Je peux t'aimer, tant que tu ne mens pas à cette partie-là. » Il ne répondit pas, mais il resta éveillé longtemps, et au matin, il était toujours là. Les jours qui suivirent furent simples, pas parfaits, mais vrais. Ils partageaient des petits déjeuners sans mots, d'âmes rires sans raison, d'âmes gestes qui ne cherchaient pas à séduire, mais à rassurer. Un matin, elle le surprit en train de réparer une étagère. Torse nu, une vis dans la bouche, concentré. Elle le regarda longtemps, puis éclata de rire. Il se retourna, surpris. « Quoi? Rien. C'est juste que tu fais ça comme si ta vie en dépendait. » Il haussa les épaules. Peut-être que c'est le cas. Elle s'approcha, le tira doucement par la taille, l'embrassa sur l'épaule. Alors je t'aiderai à fixer toutes les étagères du monde. Il sourit, pour de vrai. Et dans ce sourire, elle vit un homme qu'elle n'avait encore jamais connu. Pas un amant, pas un père, pas un fuyard. Un homme qui restait. Quelques jours plus tard, ils reçurent une lettre. Pas de Léna, du garçon, écrite maladroitement, avec des fautes, mais avec une phrase claire, « J'aimerais bien que vous veniez tous les deux. » Samuel la lut à voix haute, s'arrêta à la fin, les mains tremblantes. Élise s'approcha. « On ira. » Il la regarda, les yeux brillants. « Tu es sûr? Il ne s'agit pas de certitude. Il s'agit d'amour. Et moi, je t'aime assez pour marcher à côté de ton histoire, pas devant. » Il la serra contre lui. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils firent l'amour sans tension, juste avec la paix d'avoir cessé de fuir. Partie 17. Là où le corps dit ce que le cœur taille-t-il partir pour Paris au lever du jour.
Pas en avion, en train, un choix lent, volontaire, comme s'ils avaient besoin de traverser les paysages pour laisser derrière eux les derniers restes du doute. Le trajet fut silencieux, mais c'était un silence habité. Samuel avait posé sa main sur la sienne dès la sortie de Florence et ne l'avait plus lâchée depuis. Elle, le front posé contre la vitre, observait les arbres défiler comme des souvenirs. Aucun mot n'était nécessaire. Pas ici, pas maintenant. À l'arrivée, le ciel était gris. Paris semblait retenu, suspendu, comme si la ville avait senti l'enjeu de cette journée. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'adresse indiquée. Un immeuble calme. 4e étage. Une porte blanche. Une sonnette discrète. C'est Léna qui ouvrit. Elle était différente. Plus mince. Plus droite aussi. Comme si les années avaient ciselé en elle une sorte de dureté élégante. Elle observa Élise sans hostilité, mais sans chaleur. « Bonjour. » Élise répondit par un hochement de tête. Pas besoin de plus. Samuel ne dit rien. Il entra. Léna s'effaça. Et le garçon apparut. Il portait un pull trop grand, un carnet dans les mains. Il ne courut pas. Il marcha lentement, avec cette retenue, propre aux enfants qui sentent que les adultes retiennent leur souffle. « Tu es venu ?» Élise s'agenouilla à sa hauteur. « Seulement si tu veux. » Il la regarda longtemps, puis haussa les épaules. « T'as l'air gentille. » Elle sourit. « On m'a déjà dit ça. Et parfois l'inverse aussi. » Il lui tendit son carnet. Elle l'ouvrit. Un dessin. 3 silhouettes. Encore. Mais cette fois, elles étaient reliées par un fil rouge. Elle sentit sa gorge se serrer. Samuel posa la main sur l'épaule de son fils. « On va faire un tour ?» Léna ne dit rien. Elle referma doucement la porte. Ils sortirent à 3. Ils marchèrent dans un jardin. Simple, peu de monde. Le garçon parlait peu, mais regardait beaucoup. Élise l'observait, fascinée. Il avait quelque chose de Samuel dans le regard, dans cette façon d'attendre, sans le dire. Ils s'assirent sur un banc. Le garçon entre eux. Il sortit un feutre rouge. « Je veux se dessiner sur votre main. » Élise tendit la sienne. Il traça une ligne, une boucle, une sorte de lien, puis regarda. « Samuel. Et toi aussi. » Samuel s'exécuta. Puis le garçon relia les 2 dessins, une ligne tremblante entre leurs 2 paumes. « Voilà, comme ça, même si vous partez. Vous êtes toujours un peu ensemble. » Samuel ferma les yeux. Élise sentit que quelque chose venait de basculer. Pas une promesse, une racine. Ils rentrèrent tard. Dans un hôtel simple, ils ne parlèrent presque pas. Mais dans la chambre, Élise se déshabilla lentement face à Samuel. Pas pour séduire, pour exister. Il l'approcha, passa une main sur sa nuque, sur sa colonne vertébrale. « Tu as changé. » Elle le fixa. « Je ne veux plus survivre à moitié. » Il l'allongea sur le lit, lentement, comme s'il redécouvrait chaque parcelle d'elle. Pas de geste brusque, pas d'urgence. Juste l'accord parfait d'un souffle retrouvé. Cette nuit-là, leurs corps parlèrent enfin avec la sincérité que les mots n'avaient jamais atteinte. Ce fut long, silencieux, chargé, et au matin, ils restèrent nus sous les draps, les bras croisés, les jambes mêlées. Élise murmura « Est-ce ce que ça va durer ?» Samuel tourna la tête vers elle. « Je ne te promets pas l'éternité, mais je peux te promettre demain. » Et tous les autres, un par un. Elle le crut. Et c'était suffisant. Dans le train du retour, elle lui demanda « Tu veux qu'on ait un enfant un jour ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis « Je veux qu'on ait ce qu'on est prêt à porter ensemble. Si c'est un enfant, alors oui. Si c'est juste cette vie-là, alors oui aussi. » Elle s'endormit contre lui et rêva, pas d'avenir, mais d'un présent qui ne la trahissait plus. Partie 18. Ce qu'on choisit de garderie était revenu à Florence depuis 3 semaines. Les valises avaient été rangées. Le silence dans l'annexe avait retrouvé sa texture ancienne, celle des débuts. Mais plus rien n'était pareil. Quelque chose avait changé. Non dans les gestes, ils étaient toujours lents, mesurés, mais dans l'air entre eux. Il n'y avait plus d'attente, pas d'angoisse, seulement une présence. Ce matin-là, Élise se leva avant Samuel. Le soleil passait à travers les rideaux en longues lignes dorées, illuminant les planches de bois brut du sol. Elle marcha pieds nus jusqu'à l'atelier, s'assit au centre de la pièce et observa l'étoile encore vierge contre le mur. Elle savait ce qu'elle allait peindre.
Pas un portrait, pas un souvenir. Elle allait peindre le fil, celui que l'enfant avait dessiné entre leurs mains. Ce lien invisible, fragile, mais tenace. Celui qu'on ne voit que quand on ose rester. Elle prépara les pigments lentement. Pas de précipitation. Puis elle sentit sa présence derrière elle. Il ne dit rien. Il s'assit et regarda. Il la regarda peindre pendant des heures. Pas un mot, pas un geste. Juste sa respiration, calme, régulière. Elle peignait à main levée. Sans croquis, sans repère. Juste le souvenir de ce qu'ils avaient traversé. À un moment, elle s'arrêta, recula. Le tableau était là. Une silhouette féminine, debout face au vide, le vent dans les cheveux. Et derrière, une ligne rouge, tendue, presque invisible, qui la reliait à quelque chose hors champ. On ne voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et c'était bien ainsi, parce que ce n'était pas le but qui comptait. C'était le lien. Elle se retourna vers lui. Tu crois que ça suffit? Il se leva, s'approcha du tableau. Je crois que c'est tout ce qu'on peut espérer. Elle sourit. Il lui prit la main. On pourrait partir. Elle le regarda, surprise. Où? N'importe où. Un autre endroit. Une autre ville. Mais ensemble. Elle réfléchit. Pas longtemps. Je n'ai plus besoin de fuir Florence. Elle ne me fait plus peur. Mais si tu veux bouger, je te suis. Il hocha la tête. Pas pour fuir. Pour recommencer. Elle glissa ses doigts entre les siens. Alors on recommence. Mais pas ailleurs. Ici. Autrement. Il approcha ses lèvres de son oreille. Ensemble? Elle ferma les yeux. Ensemble. Ce soir-là, ils sortirent dans la ville. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne se cachaient pas. Ils marchèrent côte à côte dans les ruelles, mangèrent dans une trattoria discrète, partagèrent un dessert au citron. Et au moment de rentrer, Samuel s'arrêta devant une petite vitrine. Un bijoutier. 2 anneaux simples dans l'écrin. Il ne dit rien. Elle sourit. Pas encore. Mais un jour. Il répondit doucement, pas pour te posséder, pour te promettre de rester. Elle hocha la tête. Et ils continuèrent à marcher. La nuit tombait sur Florence. Mais pour la première fois, ni elle ni lui ne cherchaient la lumière ailleurs, parce qu'ils l'avaient trouvée là, dans ce qu'ils avaient choisi de garder. Fin de l'histoire.